Malgré ses cheveux blancs et ses rides rieuses au coin des yeux, il semble être resté un éternel enfant. Ça, c'est pour la première impression. Et puis, il y a cette voix. Quelle voix qu'on ne se lasse pas d'entendre, d'écouter. Aujourd'hui, je retrouve André Dussolier. Je suis venu exprès pour vous voir, mais on le dit Mais pas. non. On le dit pas, on Sûr, reste les gens sont discret. tellement jaloux. Oui. Il a souvent été narrateur au théâtre, pour des documentaires et évidemment au cinéma. Souvenez-vous d'Amélie Poulain. Et quand il joue, il est tour à tour capable de nous enjôler ou de nous menacer. Cette fois-ci, il prête sa voix au légendaire aviateur du Petit Prince. Je pense que ça suffira largement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Alors, comment André Dussolier travaille-t-il cette corde si sensible de son art? Rencontre. Moi qui croyais ne jamais trouver personne qui veuille entendre mon histoire. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Je suis ravie de rencontrer un as de l'aviation. Cet aviateur, il m'a fait beaucoup rêver au début quand j'ai découvert le livre du Petit Prince. Je le trouvais bien patient quand même de pouvoir, au milieu du désert, comme ça, alors qu'il est en train de réparer son moteur qui a explosé, de répondre à des questions saugrenues comme pourquoi les roses ont des épines, etc. Donc ça m'avait marqué. Dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Dessiner? Je sais pas dessiner. Ça ne fait rien. J'ai eu l'occasion de lire Le Petit Prince en public, avec des musiciens, etc. Donc souvent, j'ai l'impression de l'avoir rencontré d'abord une première fois, puis re-rencontré, puis relu pour moi personnellement. Donc comme ça, c'était un plaisir à différents moments de la vie qui fait que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est éternel, Saint-Exupéry, qui sait parler vraiment aux grands. Et alors l'aviateur, en plus, il a ceci de bien, c'est qu'il est capable d'entendre un enfant, quoi, malgré tous les soucis d'adulte qu'il a. Le premier mouton que je dessinais était trop malade. Et le deuxième non plus, n'était pas à son goût. Tu vois bien, c'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Et celui-là était... Trop vieux. Et comment on trouve une voix alors? Un peu instinctivement, comme ça, quand on arrive au studio. C'est vrai qu'en général, on ne vous montre pas tellement le film. Moi, j'avais demandé quand même qu'on me montre le plus possible. J'ai dit non, mais je voudrais voir encore. Et puis j'ai vu les situations tout à fait originales. Alors pour le coup, de Mark Osborne, où l'aviateur était jeune, mais aussi beaucoup plus âgé. J'ai donc dessiné ceci. Le mouton que tu veux est dedans. C'était un défi excitant, c'est de faire une voix qui raconte le temps qui passe, comme ça, et de montrer cet aviateur à deux étapes, deux moments différents de sa vie. Donc il y avait, à part la voix, la possibilité il fallait faire entendre ça. Donc tout ça, c'est instinctivement que ça s'est fait, et puis petit à petit, oui, en faisant et en refaisant, ça s'est imposé assez naturellement. À propos de faire et de refaire, je sais qu'au cinéma, bon nombre de vos collègues m'ont confié que vous vouliez toujours une prise supplémentaire. Oui. Est-ce que, quand on enregistre une voix, alors que je crois que c'est un procédé beaucoup plus rapide, est-ce que vous avez demandé beaucoup de prises? Bien sûr. Bien sûr, je ne déroge pas à cette envie, à ce bonheur, à de faire et de refaire. Et je crois que je suis fait pour... J'étais fait, je ne crois plus que ce soit comme ça maintenant, mais pour le cinéma soviétique, où on fait un film pendant un an et où j'ai tourné là-bas à Moscou et où tout d'un coup, le réalisateur s'arrêtait à 3 h de l'après-midi, allait à la table de montage ou prenait un thé, puisque de toute façon, il savait qu'il avait le temps et qu'il était le fonctionnaire du cinéma. Mais enfin, il y avait un moment donné où il faut s'arrêter et où le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Mais quand même, j'aime bien chercher. Et est-ce qu'on perd parfois une voix? Par exemple, est-ce que là, vous sauriez retrouver la voix que vous aviez pour ce personnage? Pour le personnage, oui, ça doit revenir un peu parce que le temps était un peu frais hier et tout d'un coup, ça s'est réchauffé. Je suis pas mécontent quand même que le soleil soit revenu. Et, je sais pas, ça tournait autour de ça, hein, mais bon. Puis après, j'étais content de retomber sur mes pattes avec l'aviateur jeune. Et tel qu'on le rêve quand on découvre le livre de Saint-Ex. Il faisait quoi cet enfant dans le désert? On n'a jamais évoqué l'existence d'une vie sur aucune planète. D'un astéroïde, l'astéroïde B612. Le Petit Prince, il aimait beaucoup les couchers de soleil. Comment vous vous êtes rendu compte du pouvoir de votre voix?
Alors ça, franchement, je ne sais pas du tout, je ne cultive pas, je serais incapable de dire, et je ne sais pas si quelqu'un est capable de dire quelle est la tessiture de sa voix, quel est le... Oui, parce qu'on Franchement, s'entend jamais comme on parle. Non, on s'entend pas. Ça m'a tellement intrigué qu'un jour, j'ai demandé à un orthophoniste, j'ai dit, mais c'est quoi une belle voix? Parce que c'est vrai qu'on peut être fasciné par des voix, par des couleurs, des manières de parler. Jean-Louis Trintignant, Samy Frey, il y a des voix comme ça qui racontent tout un univers, toute une vie. Et donc, je demande à cet orthophoniste, je dis, mais, en désespoir de cause, je dis, mais c'est quoi une belle voix? Et il me dit, c'est une voix sincère. Bon, ça m'a suffi. J'ai trouvé ça très bien comme réponse. Et c'est vrai que... Alors après, il y a une voix qui... le cinéma nous donne le privilège de pouvoir entendre la voix qu'on avait dans, je sais pas, il y a 30 ans, et puis là maintenant aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'au début, j'entendais une voix un peu nasale, un peu métallique, un peu. Et puis la pratique, le théâtre, tout ça fait que la voix... Elle prend de l'épaisseur, des graves, ou je sais pas. Mais je ne m'amuse pas à disséquer ou à analyser les choses, quand les choses se font spontanément. Mais d'autres le font. J'ai lu qu'il y a des chercheurs qui ont modélisé votre voix. Alors, oui. Et pour voir si un ordinateur était capable de la restituer, apparemment, il a su la restituer à l'identique. Oui, ça m'a fasciné, ça. Un jour, en effet, des ingénieurs de l'IRCAM m'ont dit, bah, vous avez enregistré Le Petit Chaperon Rouge. J'ai dit non. Il me dit si. Et donc, ils m'ont fait entendre, en effet, Le Petit Chaperon Rouge, que je n'avais jamais enregistré, grâce au phonème, au son d'un autre enregistrement qui était celui de Proust. Et avec ces sons-là, ils ont reconstitué l'histoire avec ma voix, qui était tout à fait reconnaissable. En effet, c'était imparable. Donc, ça pose beaucoup de problèmes moraux et éthiques. Mais et je m'en suis servi pour un film. Enfin, j'ai dit ça à Volker Schlöndorff parce qu'on a tourné Diplomatie avec Niels Arestrup qui ne parlait pas allemand, mais en mélangeant la voix de Niels et la voix d'un acteur allemand, parlant allemand, ça fait Niels qui parle allemand. Voilà. Donc non, la machinerie peut aller très loin. Et est-ce qu'il y a des rôles pour lesquels vous avez ressenti le besoin de vraiment modifier votre voix? Oui, oui, bien sûr. Je pense que chaque rôle a sa voix. Franchement. Alors, quelquefois, c'est peut-être des nuances, pas... Perceptible, oui, c'est infime, mais quand même, le débit. Staline ne parle pas comme le vendeur d'armes de Micmac à Tire-Larigot de Genet, ou bien, je ne sais pas quel autre exemple je peux trouver, mais je pense qu'en effet, instinctivement, il y a une voix qui sort, quoi, et qui n'appartient qu'à ce personnage. Vous avez souvent été narrateur aussi de documentaires, Oui. au théâtre, au cinéma. On se souvient évidemment d'Amélie Poulain, mais il n'y a pas eu que ça. Oui. Quel plaisir vous trouvez là-dedans? Il y avait, Orson Welles disait, la radio a ceci de supérieur au cinéma, c'est qu'à la radio, l'écran est plus large. Ça m'a fait beaucoup rêver et du coup, je sais qu'avec la voix, je peux aussi peut-être raconter des choses. Et donc, moi, j'aime bien le silence aussi, parce que c'est la possibilité de créer le suspense, quoi, et voilà, il y a les mots, il y a la nuance, il y a la respiration, il y a tout, quoi, avec la voix. Moi, j'aime bien avoir un seul outil et avec ce seul outil-là, faire croire à un monde très vaste. Ce monde si vaste auquel vous nous faites croire, Monsieur Dussolier, mérite bien une ode à votre phrasé. Car, cher André, quand c'est vous qui parlez, nous sommes prêts à croire à toutes les histoires.